Eh ben, bienvenue dans ce webinaire qui va traiter donc de l'anxiété de séparation, où on va vous proposer de répondre. Ça commence, hop là, voilà, de répondre à un tas de petites questions, de vous donner des trucs et astuces pour que ça puisse mieux se passer pour vos chiens. Donc, on fera une brève présentation de l'équipe MyDogSoul. On verra ensemble ce qu'est l'anxiété et l'anxiété de séparation, les troubles que cela peut engendrer et surtout, évidemment, comment aider votre chien, les choses à faire, à ne pas faire et les différentes solutions disponibles qu'on peut vous proposer et on répondra à vos questions. Et je continue en me présentant. Donc, moi, je suis Marie Zaguet. Je suis responsable du centre Intuitive Énergie. Il est situé près de Hatt. C'est un centre de formation et de soins pour les humains et pour les animaux. J'élève des Terre-Neuve depuis 2006. Je suis éducateur comportementaliste, mais ma spécialité, si on peut dire, c'est les thérapies alternatives comme les fleurs de Bach, l'énergétique ou encore la kinésiologie pour retrouver une harmonie des émotions pour les animaux. Voilà. Ok, je prends le relais. Donc moi c'est Colette, c'est moi qui gère la maison de vacances comme chez vous, maison de vacances pour vos compagnons canins et félins, donc une pension pour chiens et chats. C'est une pension atypique en ce sens que les chiens n'y sont pas en cage, mais ils sont en groupe dans des pièces aménagées pour eux, en fonction de la taille, en fonction des ententes et des affinités, de l'âge. J'ai deux ailes différentes et différentes pièces. À côté de ça, j'ai été famille d'accueil pendant des années pour des chiens traumatisés, des chiens d'origine diverses et aux histoires diverses et variées. Et je suis coach canin en éducation. Voilà, mais je vais terminer alors la présentation de l'équipe. Je m'appelle Nathalie Quinou, je suis comportementaliste canin et gestionnaire d'une petite pension canine agréée par la région wallonne et située à Braine-le-Château. Cette petite pension peut accueillir des chiens de petit gabarit, je précise, en dessous de 15 kilos. En tant que comportementaliste, outre les consultations comportementales, soit en présentiel, soit en vidéoconférence, je propose divers ateliers pour les chiots, pour le développement de la confiance et de la relation au maître, et ainsi que des ateliers de développement du flair. Voilà. D'accord. Donc, selon une étude assez étendue et la plus large, en tout cas, qui ait jamais été mise en place, 72% et demi des chiens souffriraient d'anxiété. Alors, il y a différentes formes d'anxiété. On ne va se concentrer ici que sur l'anxiété de séparation. On va d'abord peut-être recadrer le chien et parler un peu du chien. Chacun de nous sait que le chien est un animal social qui, s'il pouvait, vivrait toujours avec d'autres individus, qui soient des humains, qui soient des congénères, qu'on pourrait dire en fait qu'ils ne sont pas vraiment faits pour vivre dans la solitude. Ici, l'anxiété de séparation, pour la définir plus précisément, c'est le fait que le chien a une difficulté à se gérer émotionnellement en l'absence de son humain de référence, donc de son être d'attachement. Donc, il ne peut pas rester seul en l'absence de cette personne. Alors, afin d'éviter le développement de cette problématique chez notre chien, nous allons voir que 60% des clés du succès, donc des clés de la réussite, sont en fait entre les mains de son humain. C'est quelques petites adaptations dans son comportement, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Colette reviendra sur ce point-là tout à l'heure. Il y a 20% qui sont de la problématique qui sont liées à la génétique du chien. Donc ça, c'est la partie sur laquelle on n'a pas vraiment de maîtrise, mais il y a aussi 20% qui sont liés à votre chien, donc où il suffit d'apprendre au chien les bons réflexes, de lui proposer les bons outils, les bonnes activités pour construire une meilleure relation de confiance avec lui. Et c'est ça qui va être une autre clé du succès.
on peut dire qu'on peut additionner 60% et 20%, donc 80% du succès sont à portée de la main. Il suffit d'utiliser les outils et les petites techniques qu'on va vous expliquer au long de ce séminaire, mais on reparlera de ces éléments-là, ces éléments de chiffres un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, au niveau de l'anxiété de séparation, elle peut se manifester de différentes façons et il y a différents troubles qui peuvent se manifester. Le plus connu et le plus courant, c'est la destruction, c'est-à-dire un chien qui va détruire, soit gratter les murs, gratter les portes, essayer d'ouvrir les portes absolument, les fenêtres, qui va démonter le divan, ses coussins, les pieds de table, les chaises, les meubles, les télécommandes, enfin tout ce qui traîne à sa portée. Ça, c'est une des formes les plus connues de l'anxiété, de troubles manifestés par l'anxiété de séparation. On a également, et ça, c'est un trouble qui est assez problématique et en général qui génère des problèmes de voisinage, ce sont les vocalises. Alors, les vocalises, il peut y avoir différents degrés aussi. Ça peut aller du chien qui gémit, tout simplement, et qui pleurniche, au chien qui aboie, voire au chien qui hurle. Et là aussi, on a des variations dans la durée. Ça peut être simplement les premières minutes après le départ, comme ça peut durer pendant des heures et des heures. C'est une manifestation vraiment aller à l'extrême également. On peut aussi avoir de la malpropreté. Il faut savoir que le marquage, ben, c'est quelque chose de naturel. Le chien met son odeur et quand il est stressé, il a besoin d'évacuer. Il peut aussi ne pas pouvoir se retenir parce que un stress trop important peut engendrer une diarrhée ou quelque chose. Et il faut si vous rencontrez ce problème de malpropreté, il faut évidemment toujours prendre la précaution d'éliminer tous les troubles médicaux, donc vétérinaires, pour s'assurer qu'il n'y a pas une infection urinaire, des vers qui donneraient la diarrhée. Voilà, pour vraiment être certain que c'est dû au stress. Mais c'est un trouble qui peut se manifester lors de stress et d'anxiété de séparation. On a aussi l'hypersalivation. Alors, il y a d'abord la morphologie du chien qui peut être la cause d'une salivation abondante. On a des chiens comme le Dogue allemand, comme le Saint-Bernard, éventuellement certains Terre-Neuve, qui ont des grandes babines et donc voilà, des petites habitudes à la maison qui engendrent une salivation excessive. Si ce n'est pas le cas et que vous voyez que votre chien commence à saliver beaucoup, ça peut être à cause du stress, mais aussi quand il est excité ou alors quand il a mal quelque part. Donc ça, ce sont vraiment tous les symptômes de l'hypersalivation. Maintenant, quand vous mangez à table, si votre chien vous regarde, il peut aussi saliver aussi parce qu'il sait qu'il va recevoir un petit quelque chose. Donc là, il a l'envie. Donc voilà, donc pour l'hypersalivation, si vous apercevez qu'à un moment donné, votre chien, qui ne le fait pas à d'autres moments, commence à saliver énormément et que c'est le moment où vous partez, ben, ça peut être un indice de stress chez lui. Alors, les 2 derniers troubles qui peuvent apparaître, tout d'abord le léchage excessif. Alors, le léchage chez le chien est un moyen de s'apaiser. S'il se lèche de manière modérée, ce n'est pas un problème. Par contre, s'il passe des heures et des heures et des heures à se lécher au point d'enlever leur poil ou même d'avoir une blessure, là, ça commence à être problématique. Dernier trouble qui peut apparaître, c'est non des moindres, c'est l'automutilation. Donc, ça peut être de l'arrachage de poils, du grattage frénétique, même aller jusqu'à se mordre les pattes, la queue, etc. Mais ce sont des comportements qui vont jusqu'à la blessure, donc jusqu'à ce que le chien se mutile. Comment est-ce qu'on va pouvoir aider ces poilus? Eh bien, on va vous proposer 3 parties, une solution en 3 parties.
La première, c'est l'adaptation ou un changement de notre comportement qui va pouvoir aider le chien. Des activités appropriées pour peut-être changer le focus et en tout cas, voilà, on va voir ensemble que ça peut vraiment développer certains côtés ou certains sens chez lui et éventuellement, dans certains cas, des soutiens naturels. Alors, donc, une des premières possibilités pour aider le chien à gérer son anxiété de séparation, c'est l'adaptation du comportement. Alors, une des choses à faire, c'est de préparer le chien, en fait, progressivement aux absences. On conseille généralement de faire des fausses sorties de courte durée, plusieurs fois dans la journée, pour les préparer progressivement. Maintenant, ce qui est important aussi par rapport à ça, c'est d'être attentif aux rituels qu'on met en place avant de partir, rituels propres à nous, c'est-à-dire on regarde s'il pleut dehors, on prend nos clés, on met nos chaussures, on va aux toilettes, on change de vêtements, on prend le sac à main. Ce genre de choses, ce sont des signes, les chiens étant très observateurs, qui détectent directement. Et donc, un chien qui fait de l'anxiété de séparation, généralement, dès qu'il voit ces comportements apparaître chez nous, va commencer à être anxieux. Donc, ce qui est intéressant dans un cas comme ça, au-delà des fausses sorties, c'est aussi de changer l'ordre du rituel. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, à partir du moment où on fait les choses dans un ordre bien précis, on va modifier l'ordre, on va peut-être supprimer certaines choses. Par exemple, on va juste prendre les clés, laisser le sac à main à la maison, ouvrir la porte, la fermer à clé, et puis rouvrir la porte et rentrer. Et ainsi de suite. Changer, prendre son sac à main, sortir de la maison, rentrer dans la maison, mettre son manteau, bouger dans la maison, retirer son manteau et vraiment décomposer complètement le rituel que nous, on a mis en place pour que le chien ne l'associe plus aux sorties absolument et que ça devienne des comportements banals pour lui, qu'il s'habitue vraiment à ça et qu'il ne soit plus attentif à tous ces signaux. Ce sont des choses qui vont l'aider. Les fausses sorties, c'est ben voilà, dans un premier temps, sortir 30 secondes, juste quitter la pièce, fermer la porte, aller de l'autre côté du couloir et puis revenir et ouvrir la porte. Et puis progressivement, on augmente la durée. L'idéal, c'est bien sûr de ne pas laisser directement le chien pendant 8 heures tout seul et vraiment d'être très très progressif en fonction aussi des signaux émis par le chien pour pouvoir l'aider à s'adapter beaucoup plus facilement à nos absences. Alors, il y a une deuxième chose qui peut être mise en place aussi pour aider le chien par rapport à son anxiété de séparation. Comme Nathalie le disait au début, en fait, la problématique pour le chien dans ce cadre-ci, c'est de se retrouver sans son repère humain, sans sa personne de référence. C'est vraiment ce qui lui pose problème. Et parfois, on a des chiens qui sont entourés d'autres compagnons, mais où une autre personne de la maison reste avec lui et on voit le chien qui, malgré tout, est anxieux et manifeste cette anxiété. Parfois, simplement laisser un vieux vêtement qu'on a porté, que la personne de référence du chien a porté, peut l'aider. Il va utiliser un peu ce vêtement comme un doudou. C'est pas rare de voir des chiens qui, quand les propriétaires s'en vont chercher une vieille chaussure ou les pantoufles pour les amener à leur panier. Donc, leur laisser à disposition un vieux vêtement porté, c'est quelque chose qui peut vraiment les aider à se rassurer en ayant cette odeur de la personne de référence à proximité. Vous allez me dire que l'odeur, elle est un peu partout, mais le fait de lui offrir cet objet qui est plus imprégné, ça l'aide vraiment à pouvoir se rassurer. Alors, il y a encore une chose qui est importante aussi et qu'on entend souvent et notamment quand les chiens font de l'anxiété de séparation, c'est les gens qui se disent: «Oui, mais j'ai peur de partir, oui, mais ça devient difficile de partir, ça me stresse, je vais le laisser tout seul, quand je suis pas là», ce genre de choses, ce genre de pensées. Alors, c'est très important pour le chien de ne pas culpabiliser. Il faut vraiment que pour nous, ce soit quelque chose de normal. Quelque part, on n'a pas le choix. Il y a toujours un moment où on doit laisser le chien seul. On doit aller travailler, on n'a pas toujours la possibilité d'être en télétravail, on doit aller faire des courses, on a un rendez-vous médical. Ce sont des choses qui sont normales et naturelles. Bien sûr que si on doit partir et laisser le chien tous les jours tout seul pendant 15 à 18 heures, je peux comprendre qu'il y ait une culpabilité derrière. Là se poserait la question allez, du fait de savoir si c'est vraiment judicieux d'avoir un chien, si on est absent aussi longtemps de façon quotidienne. Mais à partir du moment où ce sont des absences normales et raisonnables, il n'y a pas de raison que ce soit problématique. Donc, ne culpabilisez pas quand vous partez. Je vais vous donner un exemple que je connais très bien et que je rencontre régulièrement ici au niveau de la maison de vacances.
Généralement, les gens qui amènent leur chien en étant très anxieux, en disant: «Oh là là, mais j'ai vraiment du mal de le laisser, hein, c'est difficile pour moi, j'ai l'impression de l'abandonner», ce sont des paroles que j'entends parfois. Vous pouvez être sûr que le chien va mettre 24 à 48 heures à s'adapter, dans la grande majorité des cas. Par contre, les gens qui déposent leur chien en disant: «Ben, ça va, il va passer de bonnes vacances, ça va être un chouette moment pour lui», ces chiens-là, dans 95 des cas, s'adaptent directement. Parce que le ressenti de leur gardien se traduit chez eux aussi. Ils sont aussi sensibles à ça, ils le ressentent. Alors quelque chose qu'on entend souvent aussi quand les gens rentrent à la maison, c'est, ah pardon, je j'ai zappé une étape. Non, excuse-moi. Ah pardon, c'est pas la bonne? Non, non, c'est bon, pas de souci, Ah ça pas de va. souci. Donc quelque chose qui est important aussi, bien évidemment, quand on va laisser le chien seul à la maison pendant un certain temps, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est d'avoir avant répondu à son besoin d'activité. Il est bien évident que et c'est valable que ce soit un chiot ou un adulte, un chien qui n'aurait eu la possibilité de se dépenser d'aucune manière avant de partir, ça va devenir compliqué pour lui de rester calme et sage à la maison quand on est parti. Donc pouvoir lui offrir des activités, qui répondent à ses besoins, qui puissent se dépenser un peu, ça va l'aider à être plus calme tout simplement pendant les absences. Donc c'est une promenade, mais une promenade intéressante pour le chien, où il va pouvoir sentir à sa guise, où il va pouvoir, découvrir plein d'odeurs, des nouveaux endroits. Pas juste une petite promenade avec le chien en laisse, qui ne peut rien sentir et qui doit rester absolument à votre pied. Ça pour le chien, ça n'est pas une promenade intéressante et ça n'est pas une dépense intéressante. C'est pouvoir éventuellement lui offrir un moment de jeu avec des copains. C'est pouvoir lui offrir des petites activités de flair que vous pouvez mettre en place à la maison. Nathalie vous expliquera toutes ces activités adaptées aux chiens tout à l'heure, qui peuvent être mises en place aussi bien pendant l'absence pour certaines qu'en dehors des absences pour d'autres. Alors, c'était le point sur lequel j'étais en avance tout à l'heure. Ignorer le chien quand vous revenez à la maison. Bon, quand on dit ignorer, bien sûr, c'est excessif. C'est clair que si quand vous rentrez, quand votre conjoint rentre, il vous nie complètement, il vous regarde pas, il va vaquer à ses occupations, ça va générer une frustration pour vous. On peut tout à fait imaginer et comprendre que c'est la même chose pour le chien. Par contre, vous n'avez pas forcément apprécié non plus qu'une personne qui rentre chez vous va vous sauter dans les bras. Oh mon chéri, je suis super contente de t'avoir vu, tu m'as tellement manqué. Oh là là, c'est vraiment trop bien, je suis contente de te voir. C'est pas forcément positif non plus, c'est excessif. Et comme toujours, l'excès nuit en tout. Donc, quand on dit ignorer le chien, c'est vraiment dans l'idée, ne lui faites pas la fête. Dites-lui bonjour, voilà, dites-lui que vous êtes content de le revoir, une petite caresse éventuellement, et puis après, prenez un peu de temps pour vous, enlevez vos chaussures, enfin voilà, vos rituels habituels, posez vos clés, posez votre sac, enlevez votre manteau, vous changez, allez boire un verre, peu importe. Et puis après, consacrez-lui le temps. En fait, ça permet au chien aussi de redescendre dans ses émotions, de ne pas être dans cet excès d'émotions qu'il peut ressentir au moment où vous rentrez. Et ça l'aide également au niveau de son anxiété de séparation, à mieux gérer la séparation. Vous rentrez, c'est quelque chose de normal. Et alors, il y a un dernier point qui est important aussi pour préparer à ce moment-là les départs et la séparation, c'est dans la mesure du possible de ne pas laisser le chien vous suivre partout dans la maison. Heu, on le chien qui va vous suivre quand vous allez à la salle de bain, aux toilettes, dans la chambre, à la cuisine, dehors, à la cave, au garage, qui va vouloir vous suivre absolument partout, c'est un chien qui n'est déjà pas capable de rester seul, même en votre présence. Donc imaginez-vous bien qu'à partir du moment où il n'en est pas capable quand vous êtes là, quand vous n'allez pas être là, ça va être le drame pour lui. Donc il faut vraiment essayer de l'habituer dans la mesure du possible, dès le début, à ne pas vous suivre partout. Alors, les gens qui ont un open space, comme c'est de plus en plus courant, c'est pas toujours facile. Ça veut pas forcément dire qu'il faut mettre une barrière partout, à chaque endroit possible pour dire de cloisonner le chien ou de le, de l'enfermer dans une pièce. Simplement, déjà l'habituer à être indépendant et à savoir s'occuper seul. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes, par exemple, en train de préparer le souper à la cuisine, c'est dans le salon ou dans une autre pièce, d'où le chien peut vous voir mais voilà, qui est une autre pièce différente de celle où vous vous trouvez, lui proposer des super chouettes activités qui vont l'occuper. Un super couchage bien confortable, des os à mâcher, des petites activités où il va devoir un petit peu réfléchir, des choses qu'il adore faire. Et vous ne mettez ces choses-là que dans la pièce où vous n'êtes pas. Donc c'est vraiment une préparation à faire au préalable. À l'inverse, vous partez au salon pour regarder la télévision, mettez-lui dans la cuisine ou dans la véranda ou dans une autre pièce sa gamelle, des friandises, des choses sympas qui vont l'occuper, qu'il va pouvoir aller chercher et faire.
en fait, ça va amener le chien à être capable de s'occuper quand vous n'êtes pas à côté de lui et donc à prendre déjà un petit peu d'indépendance, même si vous êtes présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout s'occuper du chien quand vous êtes là, hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas passer des moments avec lui. Ça ne veut pas dire que le chien ne va plus vous aimer et qu'il va préférer être loin de vous. C'est simplement lui apprendre à pouvoir être un peu plus indépendant et avoir un attachement qui est différent, mais qui est beaucoup plus juste par rapport à vous. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à faire en préparation des absences. Alors, quelques petites activités proposées à votre chien. Colette le disait, mais il y en a qui sont à proposer en votre présence, d'autres qui peuvent être proposées en votre absence. Parmi ce premier type d'activité, il y a des activités masticatoires. Donc, la mastication, c'est un besoin essentiel du chien tout au long de sa vie. Elle lui permet d'exprimer un comportement alimentaire qui est naturel et surtout, elle va générer de l'endorphine dans le cerveau du chien, ce qui va lui procurer un sentiment d'apaisement et de détente. Alors, la finalité de la mastication, c'est d'ingérer quelque chose. Alors, beaucoup de clients me disent: «Mais madame, vous verriez, le nombre de doudous, de cordes, de balles, de ci, de là qu'ils ont». Oui, mais c'est gentil, mais les cordes et les balles, c'est pas fait pour se manger. Donc quand on parle de mastication, pensez, tendons, viande séchée, oreilles, museau. On peut même étendre aussi à tout ce qui est, fromage de yak, bois de cerf, bois de daim, cornes de bélier, des choses comme ça. Donc il y a une multitude de choses à proposer à votre chien dans cette catégorie-là d'activités. Deuxième type d'activité, bah, j'ai envie de dire, c'est le traditionnel et le très célèbre Kong. Donc, on voit, hein, il y a différents types, hein, puppy, le classique et les plus résistants. Quand on a un molossoïde, c'est bien intéressant, effectivement. Alors, n'hésitez pas, soyez ingénieux, soyez un peu le top chef de votre chien pour susciter l'intérêt. N'hésitez pas à un mélange de fromage frais, de pâté crème, de la viande hachée. Vous pouvez mettre le tout au surgélateur pour que bah, ça dure un petit peu plus longtemps. Et en tout cas, voyez, soyez créatifs, susciter l'intérêt du chien et pour qu'il s'intéresse plus à ce Kong qu'à vos pieds de table, chaises et autres. Dernière activité, et là, il y a une petite vidéo normalement. Voilà. Donc voilà, c'est la chienne que vous voyez sur la vidéo. En fait, c'est ce que nous avons appelé la boîte de fouilles. Alors, ça ne coûte pas 1 €, c'est que de la récup, comme vous pouvez voir, dans une petite caisse en carton. Ce que j'ai fait, j'ai chiffonné du papier qui avait contenu des fruits, pour le papier du pain et des choses comme ça. Je le chiffonne, je récupère des vieux rouleaux de papier WC, d'essuie-tout. Je peux même obstruer les deux parties avec de l'essuie-tout. Je mets les récompenses à l'intérieur de ce petit tuyau qui a été constitué. Vous voyez, j'ai des boîtes d'œufs. Je mets également des petites récompenses un petit peu partout dans la boîte d'œufs. Et le chien doit passer son temps, hein, déjà réfléchir un petit peu, mais comment on ouvre la boîte, comment on accède à la récompense. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert vraiment cette boîte de fouilles? Si vous avez à nouveau, j'insiste sur l'appétence et l'intérêt de la récompense qui se trouve un peu éparpillée dans la boîte, vous allez avoir un chien qui va prendre plus de plaisir à aller retourner cette boîte dans tous les sens et se casser un petit peu la tête. Ce qu'on veut obtenir, c'est qu'il soit focus sur cette boîte, qu'il soit focus sur la recherche de récompenses plutôt que à nouveau de s'orienter vers la destruction de vos coussins, de vos meubles, etc. Une dernière activité dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais je vous ai parlé dans les troubles qui pouvaient apparaître du léchage. Mais ça, c'est une activité qu'il ne faut pas laisser quand vous n'êtes pas là. C'est simplement lui proposer ce qu'on appelle un liquimat ou un tapis de léchage pour l'effet bénéfique du léchage, donc qui est d'apporter de l'apaisement au chien. Donc n'hésitez pas,
quand vous êtes là, sous surveillance, à proposer à votre chien un liquimat, un tapis de léchage que vous enduisez avec un petit fromage frais, que vous pouvez mélanger avec de la pâtée ou simplement de la pâtée. Donc, vous enduisez ça et vous proposez ça à votre chien. De la sorte, il aura son activité de léchage et son activité apaisante. Et donc, dans le soutien naturel, maintenant, on pourrait... alors évidemment, vous avez la partie comportementale pour vous à modifier, les occupations pour le chien et le soutien naturel, ben, il vient un petit peu soit pour accompagner, soit ben, pour renforcer un peu en fonction du cas qu'on rencontre. Certains ont vraiment besoin d'une aide en plus et donc ces aides-là naturelles vont vraiment pouvoir être intéressantes. Alors, les fleurs de bac sont des élixirs floraux. Ça va agir au niveau des émotions. Donc, ce n'est pas un médicament, ça n'a aucune interaction avec un médicament, c'est 100% naturel et il n'y a aucun danger. Et ça peut être vraiment mélangé avec tous les traitements. Si votre chien a un traitement, ça peut être pris. Voilà. Et donc, ça va fonctionner de manière énergétique et vibratoire. On reviendra peut-être on fera peut-être un plus long webinaire pour vraiment expliquer comment fonctionnent ces énergies des fleurs de bac parce que c'est intéressant. Mais moi, je les utilise depuis sûrement plus de 10 ans avec les chiots et les chiens, les Terre-Neuve à la maison. Donc voilà, je ne peux pas nier le résultat. La difficulté des fleurs de bac, c'est de tomber sur les bonnes fleurs. Il y en a 38 et donc là, il faut quand même voilà, avoir un petit peu d'expérience pour pouvoir retrouver les bonnes fleurs. On peut aussi utiliser alors les soins énergétiques. Là, je les utilise plus dans les cas de blocage, des traumatismes ou quand on n'a pas d'amélioration, quand on a mis en place les changements de nos comportements. Donc, si vous changez tout comme on vous a conseillé, si vous avez mis en place toutes les petites choses que Colette a expliquées, que Nathalie, les astuces et tout, et qu'il n'y a toujours rien, là, on va pouvoir intervenir au niveau énergétique pour voir s'il n'y a pas d'autres blocages. Et on pourrait aussi quand on n'a pas le passé, quand on a quelque chose, un très vieux traumatisme ou qu'on ne sait pas du tout, hein, voilà, là on pourrait peut-être alors travailler avec la kinésiologie qui pourra éclaircir peut-être certaines zones d'ombre ou simplement réussir à harmoniser ou à rétablir un équilibre sur quelque chose qu'on n'a pas du tout compris. Et voilà, en kinésiologie, on ne comprend pas toujours tout, mais en tout cas, on a des résultats. Donc, ça peut être 3 techniques naturelles qui sont intéressantes pour les cas d'anxiété de séparation. Alors, en tout état de cause, si vous voyez que ce problème de comportement commence à apparaître, bien, il faut le résoudre au plus vite, il faut agir au plus vite. Donc dès que vous voyez les premiers signes de ce comportement, n'hésitez pas à agir et n'hésitez pas aussi à faire appel à un professionnel qui pourra vous encadrer et vous donner, toutes les clés, pour, aider au mieux votre chien. On va revenir sur les chiffres dont on parlait au départ, hein, donc les chiffres du succès. Donc je vous ai parlé tout à l'heure hein, des 20% liés à la génétique du chien. Mais c'est comme je vous disais, les 20% sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de prise. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que 80% des clés du succès pour éviter l'anxiété de séparation sont entre nos mains. Donc, je vous rappelle, 60% c'est l'adaptation du comportement. Donc voilà, toutes les clés, Colette vous les a données tout à l'heure, vous a expliqué ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et 20%, bien, c'est génial parce que ça se situe dans votre partenaire, j'ai envie de dire, votre partenaire de vie, dans votre chien. 20% des clés du succès sont en votre chien, tout simplement en lui proposant des activités adaptées, et en construisant avec lui une relation basée sur la confiance et le respect. Alors, par rapport justement à cette relation de confiance,
voilà, ce qui peut leur être proposé, des activités qui font appel à leur flair, hein, simplement, ça peut être, de résoudre des petits exercices, liés à l'utilisation du flair. Ça peut être on peut aller un pas plus loin, je vais dire, et faire du mentoring. Donc le mentoring, c'est la recherche d'êtres humains. Alors, on peut avoir aussi et notre équipe peut vous proposer de travailler sur ce point par donc un apaisement émotionnel. Donc je vous renvoie à tout ce que Mary vient de vous présenter, donc les fleurs de Bach, la kinésiologie, le reiki et cetera. Et une autre, et la dernière aide qui peut vous être apportée, c'est une analyse comportementale complète, de votre chien. Donc au cours d'une rencontre, nous vous posons des questions pour mieux comprendre le cadre vie de votre chien, la nature de votre interaction et au mieux pouvoir vous aiguiller, vous aider pour que votre relation soit plus forte et basée plus sur la confiance. Alors, petit rappel, maintenant nous aurons un prochain webinaire le 28 juin à 19h30 à nouveau, qui sera sur le thème du rappel. Donc, il s'agit plutôt, donc, en effet, je veux dire, moi, quand je pars avec Oxo, j'ai pas trop de problèmes. Il fait parfois un petit peu de vocalisme, enfin bon, ça se calme assez vite. Mais c'est plutôt quand je suis en vacances, donc quand il est dans un endroit qu'il ne connaît pas, quoi. Là, c'est parfois, en effet, moi, je dois aller faire des courses. Et donc, je le laisse dans ce gîte que j'ai loué. Et là, parfois, il fait des vocalises. Et tous les voisins en profitent. Hein. Et donc, c'est ça que voilà, qu'est-ce que je peux faire pour le calmer, évidemment, en effet, dans un endroit qu'il ne connaît pas, quoi. Parce qu'il me fait ça aussi si sur le trajet, bien que depuis, enfin, quand il était chiot, il le faisait beaucoup, mais maintenant c'est terminé ça. Mais de temps en temps, si je m'arrête sur une aire d'autoroute pour aller aux toilettes, il est dans le coffre, il m'en fait aussi. Hein. Et donc, comme on laisse les carreaux un petit peu ouverts, tout le monde peut en profiter. Et donc voilà, c'était pour savoir ce que je pouvais faire, quoi, parce qu'en effet, j'ai toujours tendance à penser, si j'essaye de le caresser, tout ça, peut-être que je renforce en fait le comportement duquel je voudrais me débarrasser. Et voilà, donc je ne sais pas trop bien quoi faire. Une peur ne se renforce pas. Une peur, c'est une émotion. Une émotion, elle est présente ou elle s'éteint. Mais rassurer le chien ne renforce pas, contrairement à ce qui a été dit pendant des années, la peur du chien. Maintenant, au niveau du fait de rassurer le chien, c'est clair qu'il faut être attentif aussi à la façon dont on le fait. Commencer à lui dire c'est rien mon chéri, ça va aller, tu sais, c'est pas grave. Quelque part, c'est peut-être lui faire passer le message qu'il y a réellement quelque chose qui ne va pas, puisque nous-mêmes, on n'est pas tranquille dans la façon dont on communique. Par contre, lui dire c'est ok, tu sais, Oxo, il n'y a pas de problème, ça va aller, je reviens dans pas longtemps, il n'y a vraiment pas de problème. On prend en compte sa peur, mais on lui montre que c'est quelque chose de normal et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous-mêmes, on est tranquille, on est posé, on est aligné. Et donc, c'est important par rapport à ça d'entendre la peur du chien, de la comprendre et de le rassurer, mais de la bonne manière. Maintenant, ce qui serait peut-être... Pour la voiture, maintenant, quand je lui dis, voilà, tu attends, je reviens, ça marche à tous les coups. Oui, c'est un rituel qui a été mis en place voilà, et qui l'a rassuré. Et même de la maison, je fais pareil. Tu attends, je reviens. Et en vacances, pas. Et en vacances, non, ça marche beaucoup moins bien. Et t'as déjà pensé... pensé... tu me le dis, attends. Est-ce que tu lui dis? Parce que la dernière fois que j'ai été en vacances, je n'étais pas toute seule. J'étais avec ma sœur. Et peut-être bien que je ne lui ai pas dit ça. Ah, ouais. Ça paraît bête, hein. Ça paraît bête, hein. Mais peut-être que, voilà, lui, il a compris. En fait, peut-être qu'au début, cette phrase voulait rien dire pour lui, mais au fil du temps, il s'est rendu compte que cette phrase rituelle, c'est comme les fameux rituels que j'expliquais tout à l'heure. Cette phrase rituelle veut dire, ok, c'est bon, elle s'en va, mais je sais qu'elle va revenir.
Là, il est dans un environnement qui est déjà un peu plus stressant pour lui parce qu'il n'a pas vraiment de repères, il connaît pas. Si en plus tu oublies de lui dire sa petite phrase, ça l'aide pas. C'est peut-être quelque chose simplement, allez, simplement quelque chose à essayer, de lui dire cette phrase, quitte à insister à lui dire plusieurs fois. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est le préparer à ça. Donc, tu lui dis cette phrase, tu sors, juste 30 secondes, et puis tu rentres. Et ainsi de suite un peu plus longtemps pour vraiment préparer progressivement et qu'ils se rendent compte que le rituel est exactement pareil, que quand tu dis ta phrase, tu reviens toujours après. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui serait à mettre en place pour l'aider par rapport à ça. Je repensais aux vêtements, aux vieux vêtements. Laisse-lui peut-être ton pyjama à portée de nez. Je vais dire ça comme ça. Qu'il puisse se rassurer aussi avec ça. Peut-être que ça peut l'aider. Et alors, tous les trucs qui ont été donnés tout à l'heure d'une préparation progressive, que ce soit à la maison ou que ce soit en extérieur, c'est quelque chose qui peut être mis en place aussi, hein. Ah, c'est parce que moi, je me suis dit, OK, comme il est déjà OK à la maison, ça ne sert à rien que je fasse ça en vacances. Ah si, c'est important. Ah, Et c'est d'autant plus important de le faire parce que à la maison, il est dans son environnement connu et habituel. Là, il est déstabilisé parce qu'il est dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et comme Oxo est un chien qui est un peu sensible, j'imagine que chez lui, que ce changement, ça génère déjà malgré tout un peu de stress, je vais dire ça comme ça. Et du coup, autant à la maison, c'est acquis, il a la certitude que quand tu pars, il n'y a pas de problème, tu reviens. Autant là, cette certitude, elle n'est pas vraiment présente. Et donc, c'est bien justement de garder ces rituels que tu as à la maison, en extérieur aussi, en vacances. Je ne sais pas ce qu'en pensent Nat et Mary. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et Oui, donc, tout à fait. Maintenir le rituel de la maison, le transporter ailleurs simplement, ne pas changer. Et effectivement, moi j'allais dire, oui, le vêtement a encore plus d'importance quand il est dans un endroit inconnu pour... voilà. Tout à Et fait. vraiment lui approprier qu'à ce moment-là, hein, vraiment le reprendre quand tu reviens, ne lui donner, tu vois. Oui, 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 oui. Ne pas lui laisser le reste du La temps. petite Oui. phrase et mon doudou, youpi. Voilà. Et alors, j'ai juste aussi, alors quand je pars pour aller travailler, enfin, quand je pars avec ma voiture, Oxo, il ne dit jamais rien. Et quand je pars à pied chez la voisine, là, c'est aussi des vocalises. On dirait, je râle parce que tu pars sans moi, à pied, juste en face. non, Enfin, après, je pense que ça ne dure pas très longtemps, en fait. c'est Mais peut-être simplement parce que le rituel n'est pas le rituel habituel. Oui. Et que donc, chez lui, c'est peut-être pas forcément acquis que quand tu pars à pied, tu vas revenir systématiquement. Mm. d'accord. Il a l'habitude du Est-ce que départ tu en es voiture, de tout ça, et pas de quelque chose où en plus il a un visuel sur votre départ qui n'est pas le visuel habituel. Il ne faut pas croire, les moteurs de voiture et tout ça, ils ont une oreille assez exceptionnelle. Ils savent qui est en train qui est en train de rentrer. Hein. Faut pas... Ils n'ont pas qu'une truffe exceptionnelle, ils ont aussi une ouïe assez intéressante. Hein. Ça, c'est certain. Est-ce que tu prends tes clés de voiture aussi quand tu vas chez ta voisine? Non. Essaye peut-être de prendre tes clés de voiture et alors de toujours cette phrase rituelle aussi, hein. Ouais. C'est vrai que j'y pense peut-être pas à lui dire parce que dans mon esprit, évidemment, je reviens 10 minutes après. Ben Quoi. oui, oui. Bah oui, Mais pour un chien, la difficulté, c'est pas la durée de l'absence, c'est le fait de c'est partir, l'absence. en fait. C'est vraiment ça qui est difficile. Donc, essaye peut-être simplement de prendre tes clés et oui, sois attentive à cette phrase. Ouais. Parce que je pense que c'est vraiment une clé importante pour lui Enfin, je faisais pareil avec mes chiens, hein. Quand je partais, c'était sache pas de bêtises, je reviens. C'est ce que j'ai toujours dit à mes chiens quand je partais. Et du coup, ben voilà, ils étaient tranquilles, ils savaient bien, ils allaient se poser, il n'y avait pas de souci, quoi. Ouais, ouais. C'est des automatismes à acquérir, mais qui sont importants aussi pour eux et pour les aider, je pense. D'accord. Ok. Bon, Même si merci c'est juste beaucoup. pour aller à la boîte aux lettres ou chez la voisine boire un café ou voilà. Mhm. Ok, ça va, merci. Avec plaisir, tiens-nous au courant. Oui, d'accord, ok, pas de problème. C'est ça, voilà.
Cool. Martia n'a pas de questions? Oui, j'allais dire, Marcia, t'as pas de questions? Trouvé, Ouais. bonjour. Bienvenue sur la Terre. Non, moi je voulais poser la question de savoir si le rituel de départ doit toujours être le même, peu importe la sortie. C'est ça que vous dites en fait. Oui. À partir du Oui. moment où le chien, alors, de deux choses l'une, soit on prépare le départ, enfin les absences avec un chien qu'on vient d'acquérir et donc qui vient d'arriver dans notre vie, et voilà, que ce soit une adoption ou que ce soit un chiot ou peu importe. Et alors, dans la préparation, on peut éventuellement éviter le rituel ou casser un rituel qui ne marcherait pas sur le chien, dans le sens de rituel, comme j'expliquais, où on fait toujours les choses dans le même ordre. On va aux toilettes, on met ses chaussures, on prend son manteau, on prend sa sac à main, on prend ses clés, on ferme la porte à clé et on s'en va. Et ça, ce sont des choses que le chien associe au départ et donc qui vont générer l'anxiété chez lui. Donc, soit on casse ce rituel parce qu'il génère chez le chien du stress, on constate qu'il génère chez le chien du stress, soit on a un chien qui est habitué avec un rituel, et alors là, oui, c'est effectivement important que ce rituel soit toujours le même au moment du départ, quel que soit le type du départ, que ce soit pour aller faire une course, que ce soit pour une sortie au restaurant, ou que ce soit pour aller travailler ou chez le médecin, ou peu importe. Parce que là, à ce moment-là, ce rituel est devenu quelque chose de rassurant pour le chien. Ouais. Donc, il sait, OK, j'ai mon rituel, elle va revenir comme d'habitude. Et je voulais savoir, vous avez parlé de main training. Tous les chiens sont capables de faire cette activité-là. Tout à fait. On l'a fait avec tout type de gabarit, tout type de profil. Ils ont tous le potentiel pour pouvoir faire cette activité. Absolument. On Sauf s'ils pourrait penser avaient. que certains ne seront pas capables, enfin, ou sont s'ils ne sont pas entraînés, voilà, qu'ils soient peu. Alors, on n'en a jamais rencontré qui n'aimaient pas. En tout cas, une fois qu'ils ont compris, ils deviennent accros. Les seuls qui ne pourraient pas, ce seraient ceux qui malheureusement auraient une maladie qui affecte leur odorat. Alors, eux, malheureusement, mais bon, c'est Dieu merci, c'est pas très très souvent, mais voilà. Moi, j'ai rencontré une dame, elle a adopté un chien et c'est les anciens propriétaires qui, en utilisant du poivre, le vétérinaire a estimé que les anciens propriétaires, en utilisant du poivre à outrance pour éviter justement des destructions, avaient endommagé le flair du chien. Oh. Donc lui, typiquement, je ne sais pas comment il serait dans une activité de ce type-là. Sinon, on a rencontré de tous les gabarits, de toutes les races. Souvent, on croit qu'il faut avoir un chien de chasse pour avoir un chien performant en main training. Pas du tout. Donc voilà, c'est Donc ouvert à tout le monde. accessible à tous, quoi. Bien sûr. Ce qui compte, c'est la motivation qu'on va générer chez eux et l'amour pour la discipline. Voilà. D'accord. Et Mary, par rapport aux aides qu'on peut apporter aux chiens, est-ce que quand on fait un travail sur le chien, est-ce que c'est judicieux d'utiliser par exemple les fleurs de bac en plus de changer les rituels? Ça pourrait aider le chien de manière supplémentaire, ou il vaut mieux d'abord passer par un changement de comportement et ensuite l'aide par les fleurs de bac, par exemple? C'est une excellente question, Marcia. Merci. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'un peut aider l'autre, mais ne va pas sans l'autre. Dans le sens où on ne peut pas dire, bah, tiens, j'ai pas envie de faire d'efforts et de changer mon comportement, va donner des fleurs de bac. Il y a peu de chances que ça fonctionne. D'accord? Parce que voilà, ça pourrait, chez certains sujets, ça pourrait vraiment avoir un chouette effet, mais comme dit Colette, casser ce qui engendre le stress, casser tout ce qui est rituel et changer un petit peu nos habitudes, plus un soutien en fleurs, ça va permettre de diminuer. Tu vois, les fleurs, elles vont travailler que sur l'émotion, et s'il y a une émotion qui est très très haute, on va la diminuer, mais tu vois, elle ne va pas disparaître d'un coup d'un seul. Donc,
un travail plus ça, bah, ça va donner beaucoup plus de succès, en tout cas beaucoup plus rapide. Comme les autres techniques, on peut les mettre, bah, on peut mettre tout ensemble pour espérer avoir bah, des résultats plus rapides aussi. Mais ça dépend toujours d'un individu à l'autre. Et des chiens ont besoin de temps. Et donc, bah, là aussi, il faut pouvoir leur octroyer un peu de temps. D'autres, bah, ça va fonctionner super bien. C'est vraiment au cas par cas. Ouais, ouais. Dans ce qu'on voit comme ça, c'est vraiment chaque chien va ben, évoluer à son rythme en fonction de sa capacité à passer au-dessus de cette anxiété et à reprendre plus d'autonomie. Mais c'est vrai que les fleurs peuvent aider à aller à À diminuer l'excès voilà. d'émotion, quoi. Oui, et ça peut aider à diminuer bah oui, allez, le degré d'anxiété. Il sera peut-être anxieux, mais un peu moins, tu vois. Donc voilà. Et puis pour chaque cas, je vais étudier, je vais sonder vraiment l'émotion dans laquelle le chien va se trouver pour pouvoir trouver au plus juste les fleurs qui vont lui convenir, tu vois. Donc dans les mélanges, je fais des choses très perso et ça va pouvoir vraiment se rapprocher au mieux de ce qu'il a besoin pour son cas à lui. Voilà, voilà. D'accord. Merci pour ta question. Merci. Cool. Nathalie, plus de questions? J'aurais encore une question, mais qui ne se rapporte pas à ce qu'on est occupé à voir pour le moment. Donc, ce serait une question pour Marie pour des fleurs de bac. Et donc, je pense que je vais téléphoner plutôt à un autre moment. Ok, avec plaisir. Ok, ok. Alors, je vais couper le partage. Alors, si on n'a plus de questions.